Bonsoir à tous. Je suis très content de participer, de vous rejoindre ce soir online, tant le GDG Cloud Nantes que le GDG Cloud Abidjan. C'est toujours un peu spécial en étant online, puisque je suis tout seul devant mon ordinateur et je préfère vraiment vous avoir tous en face de moi et qu'on puisse échanger plus facilement. Mais je suis ravi d'être parmi vous. Donc le sujet de ce soir, c'est les Cloud Functions pour Firebase, qui est une présentation qui est organisée en 4 parties. Quoi, quand, comment et comment pas. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les slides sont en anglais, mais je vais faire la présentation en français. Donc, soyez indulgents si des fois je bloque sur un ou deux mots en anglais en lisant mes slides, même si je suis habitué à cette présentation. C'est toujours un peu difficile de faire la traduction en real time. Euh, Quelques mots pour me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Renaud Tarnec, je suis un Google Developer Expert pour Firebase. Je suis un développeur, un architecte et un project manager spécialisé dans la réalisation d'applications web. Et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans les entreprises de services numériques, comme vous dites, en France. Je suis un consultant freelance, j'ai ma propre société. En fait, je suis basé à Bruxelles, mais je suis français d'origine. Et je suis également content que le GDG Abidjan participe parce que je suis également un peu africain. Je suis né au Sénégal et j'ai passé 18 ans en Afrique. Et puis je suis rentré en France, j'ai fait mes études en France et je suis venu en Belgique en 95. Voilà, ça c'est juste pour la petite anecdote. Donc un grand bonjour à Abidjan et bien sûr un grand bonjour à Nantes. Donc j'ai ma propre société, je suis freelance et mon activité se divise en 2 parties. D'un côté, je fais du développement d'applications, principalement applications web, exclusivement avec Firebase, donc principalement des single page applications, quelques progressive web apps. Et je me suis récemment lancé dans le développement Flutter. Je travaille soit seul ou soit avec des partenaires freelance dans un réseau que j'ai depuis longtemps. Ça, c'est ma première offre. Et la deuxième, c'est de la gestion de projet en intérim, donc détaché plutôt dans des grandes entreprises. Et je les aide à gérer leurs projets de développement d'applications web. En général, j'aide à gérer un projet qui implique des sociétés de services pour réaliser des applications web. Je suis très actif dans la communauté Firebase, en particulier sur Stack Overflow et également sur Medium, la plateforme de blogging. Et donc, ça fait 1 an que je suis GDE pour Firebase et ça fait plus de 4 ans que je travaille journalièrement avec Firebase. Alors, ce soir, nous allons parler des Cloud Functions pour Firebase. Donc, qu'est-ce que sont les Cloud Functions? Commençons d'abord par une rapide introduction de Firebase. Donc, Firebase présente un ensemble de services qui sont organisés en 3 catégories. Les services pour construire des applications, les services pour améliorer la qualité, comme des choses comme Crashlytics, comme TestLab, et des services pour, comme ils disent, étendre votre business, donc progresser dans la diffusion de votre service. Donc, ça peut être soit du in-app messaging pour envoyer des messages aux utilisateurs et entretenir la relation avec eux. Ça peut être soit du A/B testing pour améliorer votre application et tester différentes solutions. Okay, donc, on a 3 catégories de services, mais nous allons nous concentrer sur la catégorie développement d'applications et en particulier sur le service de Cloud Functions. D'accord? Donc, dans cette catégorie, on a un ensemble de services database NoSQL. On a 2 databases NoSQL, Cloud File Store et la Real-Time Database. On a les Cloud Functions, dont on va parler en détail. On a un service d'authentication. On a un service de hosting, donc hosting de fichiers web, web, CSS, donc HTML, CSS, JavaScript, etc. Un service de cloud storage, donc un service de stockage de fichiers. Et alors, on a également le service de MLKit, qui est en bêta et qui est plutôt dédié à Android et iOS, qui est un service de machine learning. Donc, comme je le disais, dans ces services de développement d'applications, on a Cloud Functions, qui est une plateforme, un back-end serverless et event-driven, d'accord? Donc, qui est organisé autour des événements et qui est totalement serverless. Donc, c'est le sujet de cette présentation, comme vous l'avez compris. Avant qu'on aille vraiment dans le sujet, je pense que c'est intéressant de rapidement réexpliquer le modèle de Firebase. Donc, Firebase, tous ses produits et ses services sont hostés, hébergés dans le cloud. D'accord? Donc, ils ont
on a des composants back-end qui sont complètement maintenus et opérés par Google en mode serverless, mais ce n'est pas tout. Associé à ces services, Firebase offre un ensemble de client SDKs pour Android, iOS, JavaScript et très récemment un plugin Flutter officiel. Et à travers ces SDKs, vous allez pouvoir, dans vos applications, interagir directement avec les services back-end de Firebase. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre une architecture traditionnelle, une architecture en 3 tiers, d'accord, où on a un front-end, on a un middleware ou un serveur d'application qui va recevoir les requêtes du front-end et qui, lui, va interagir avec le back-end, que ce soit les bases de données, que ce soit un service de stockage de fichiers, etc. Avec Firebase, on interagit directement des applications vers l'ensemble des services qui sont représentés ici par les icônes, l'ensemble des services dans le back-end. Donc, on va aller directement écrire dans la base de données, on va aller directement lire un fichier dans le service de stockage de fichiers, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce que sont les Cloud Functions? Comme je l'ai dit, c'est d'abord un serverless back-end. Et donc, ce serverless back-end, c'est un back-end serverless qui va vous permettre d'exécuter du code de manière complètement gérée par l'environnement et pour laquelle vous n'avez absolument pas besoin de provisionner quelque infrastructure que ce soit. D'accord? Donc, c'est purement serverless, c'est à la demande, ça va faire du ramp-up, du ramp-down, ça va déclencher des instances quand la demande va arriver et ça va terminer ces instances quand la demande va baisser. Donc, comme indiqué ici, le provisioning de ressources va intervenir automatiquement en réponse aux événements. Et donc, une Cloud Function peut vraiment scaler, peut monter jusqu'à plusieurs millions d'invocations ou peut traiter juste quelques événements par jour. C'est vraiment à la demande, comme toute bonne plateforme serverless qui se respecte. Et vous êtes, aussi très intéressant, vous êtes facturé uniquement au temps d'exécution. Et donc, quand il n'y a pas d'événement et quand les Cloud Functions ne tournent pas, vous ne payez absolument rien. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ce slide-là, je vous ai dit, on interagit directement des applications clients avec les services back-end. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le modèle standard, la business logic est dans le front-end. Si par exemple, vous voulez, je ne sais pas, vous voulez ajouter 2 valeurs, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le front-end, vous allez lire un record dans la base de données, vous allez recevoir la valeur, vous allez ajouter la valeur qui est à l'écran et vous allez réécrire dans la base de données. D'accord? La business logic est dans le front-end. Dans le modèle de Firebase, c'est dans le front-end. Et les services qui sont ici sont des services qui sont passifs, on va dire, qui sont juste, qui reçoivent des requêtes et qui répondent à des requêtes. Donc, soit ils reçoivent de l'information à stocker, soit ils renvoient de l'information suivant une requête. Et les Cloud Functions, en fait, vont vous permettre de mettre de la business logic, de la logique métier, dans le back-end. Et en ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va décupler les capacités de la plateforme. D'accord? Donc, comme je disais, un serverless back-end et un event-driven back-end, donc un back-end qui suit et qui se déclenche suivant des événements. Donc, les Cloud Functions vont vous permettre de tourner du code back-end automatiquement et ce code va répondre à des événements. On a 2 types d'événements, 2 types de triggers. On a ce qu'on appelle les background triggers et on a ce qu'on appelle les direct triggers. Les background triggers, en fait, c'est les triggers qui se passent dans le back-end de Firebase, dans les services de Firebase. Donc, par exemple, Cloud Firestore, qui est la database NoSQL principale, si vous pouvez très bien déclarer une Cloud Function qui va se déclencher au moment où il y a une action dans Cloud Firestore. Si un nouveau document est créé, si un document est modifié, un document supprimé, etc. Pareil pour la real-time database, pareil pour Cloud Storage, pareil pour Firebase Authentication, le service d'authentication, pareil pour Remote Config, Firebase Test Lab, Google Analytics et Cloud PubSub, qui est le système le mot m'échappe, de bus de Google Cloud. Okay, donc ça, c'est les événements dans le background qui vont déclencher une Cloud Functions. Mais on a aussi la possibilité de directement déclencher une Cloud Functions. En général, c'est à partir d'un client. Ça va être le cas
pour les Cloud Functions qui sont déclenchées par des requêtes HTTP, les Cloud Functions qu'on appelle Callable, qui sont des Cloud Functions HTTP, mais qui sont encapsulées dans une couche qui facilite l'interaction entre une application, donc application web, iOS, Android, et la Cloud Functions dans le back-end. Et alors, on a un troisième type de Direct Triggers, qui sont les Cloud Functions schedulées, donc programmées, je ne sais pas comment on traduit exactement en français, mais qui sont donc qu'on va exécuter à intervalles réguliers, exactement comme des cron jobs. Okay, donc, on va détailler tout ça dans la présentation. Ici, je vous présente un diagramme qui fait la synthèse des capacités de Cloud Functions. Donc, sur la gauche de l'écran, vous avez l'ensemble des triggers. On vient de les passer en revue, mais on va repasser dessus. Et sur la droite de l'écran, on a qu'est-ce qu'une Cloud Functions peut faire. Donc, une Cloud Functions, comme on vient de le dire, peut être déclenchée par une requête HTTP, peut être appelée à partir d'une application client, peut être déclenché dans le back-end par un background trigger par un des services de Firebase, donc Cloud Firestore, Cloud Storage, Real-Time Database, etc. Une Cloud Function peut être déclenchée par la réception d'un message sur PubSub, ou elle peut être déclenchée selon une programmation, un scheduling bien défini, semblable à un cron job, comme je viens de le dire. Et donc, une fois qu'une Cloud Function est déclenchée, eh bien, elle peut faire de multiples choses. La chose la plus standard, on va dire, c'est d'interagir avec les services de Firebase. Donc, par exemple, un nouvel utilisateur est créé dans le service d'authentication, eh bien, on va prendre les données et on va aller créer un record dans la base de données pour enrichir, pour ajouter d'autres informations sur cet utilisateur. Okay, donc, les Cloud Functions sont capables d'aller écrire et d'aller interagir avec tous les services back-end de Firebase. Mais elles peuvent également appeler, interagir avec n'importe quel type d'APIs ou de services. Ça comprend les API de Google Cloud, donc que ce soit par exemple Google Translate, Cloud Vision, etc. C'est très facile d'interagir à partir d'une Cloud Function avec les API de Google Cloud, mais ça peut également être avec d'autres microservices, des microservices extérieurs. Typiquement, des choses comme Stripe pour des paiements ou SendGrid et Mailgun pour envoyer des emails. Et enfin, à partir d'une Cloud Functions, vous pouvez appeler n'importe quelle URL ou REST API. Donc, vous voyez un ensemble de capacités, tant de manière de déclencher une Cloud Function que qu'est-ce que cette Cloud Function va faire après. Donc, vous pouvez vraiment, vous couvrez beaucoup de use cases, beaucoup de possibilités, puisque comme vous le voyez, vous pouvez déclencher par un ensemble, vraiment un panel de différents déclencheurs, et vous pouvez pratiquement faire tout ce qui est nécessaire de l'autre côté. Okay, vous pouvez très bien aller appeler l'API de Twitter, ramener les derniers tweets de tel compte, les renvoyer dans une base de données, etc., etc. On va donner quelques exemples par la suite. Alors, des exemples de background triggers, j'en ai déjà un peu parlé rapidement. Si on prend par exemple 3 services parmi les plus importants, Cloud Firestore, qui est la database NoSQL, comme je vous l'ai dit, on peut déclencher une Cloud Functions au moment où on crée un document, au moment où on met à jour, au moment où on supprime. Et le dernier trigger, c'est OnWrite, qui contient en fait les 3 autres. D'accord? Donc Cloud Firestore, pour ceux qui ne le savent pas, est une database NoSQL qui est organisée en documents et collection de documents. Donc, un document correspond en fait à un record, et les documents sont organisés en collections. Et un document peut avoir des champs différents. Dans une même collection, on peut avoir des documents qui ont des champs complètement différents l'un par rapport à l'autre. Et un document peut avoir un ensemble de sous-collections dans lesquelles on va trouver des documents. Et on peut descendre dans les sous-collections jusqu'à à peu près 100 niveaux de sous-collections. Donc, dès qu'il y a un document qui est créé, hop, on peut déclencher une Cloud Functions. Pareil pour Cloud Storage, donc le service de stockage de fichiers. Dans un bucket sur Cloud Storage, on peut déclencher une Cloud Function si un nouvel objet est créé, si on supprime un objet, si on archive un objet, ou si on fait une mise à jour des métadata d'un certain objet. Et dans le service d'authentication, on peut déclencher une Cloud Functions à la création ou à la suppression d'un user. C'est peut-être ici le service sur lequel on manque
de certains triggers. Par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir un trigger s'il y a un changement dans les données d'un user, si par exemple il change le nom qui est affiché, ou si par exemple il vérifie son email. C'est des choses, des triggers qui manquent, mais il y a toujours des workarounds et des solutions pour gérer ces cas-là. Et donc, en fonction du type de déclencheur, la Cloud Function va exposer un ensemble de propriétés auxquelles vous aurez accès dans la Cloud Functions. Typiquement, par exemple, dans Cloud Firestore, si on déclenche une Cloud Functions à la création du document, eh bien, on a évidemment accès à tous les champs du document. D'accord? Donc, on a accès aux données du document, du record, et après, on fait ce qu'on veut avec ces données-là. Et en plus de cet ensemble de propriétés, on a en permanence un paramètre qui s'appelle context, qui contient les infos sur l'exécution de la fonction, la date d'exécution, un ID unique, etc. OK? Donc ça, c'était qu'est-ce que c'est que les Cloud Functions? Donc maintenant, vous vous posez peut-être la question, OK, ça a l'air très bien, ça a l'air d'être assez puissant, mais quand est-ce qu'on utilise ces Cloud Functions? Donc je vais parcourir 2 slides qui sont en fait des listes d'exemples, parce qu'on pourrait avoir 3, 4, 5, 6 slides, mais je pense que ces 2 slides résument et présentent comment dire, des cas majeurs d'utilisation des Cloud Functions. Et je vais les expliquer un à un. Une utilisation classique de Cloud Functions dans le cadre d'une database NoSQL, c'est de synchroniser différents nodes ou différents documents de la database. Donc, dans le monde NoSQL, c'est extrêmement classique de dénormaliser ces données, d'accord, à l'opposé du monde SQL. Ici, dans le monde NoSQL, on va dénormaliser ces données et on va en particulier créer son modèle de données, non pas en fonction de l'optimisation de la database, mais en fonction des queries, des requêtes qu'on va faire à cette database. Et le but, c'est de rendre ces requêtes les plus faciles et les plus rapides possibles. Et donc, pour ça, on va dénormaliser les données. Et donc, qui dit dénormalisation dit la même data à différents endroits dans la base de données. Et une Cloud Function, c'est la solution parfaite pour garder en synchronisation ces différentes données. Si, par exemple, vous imaginez une application de revue de restaurant, et on a les revues et pour chaque utilisateur, on a la ville dans laquelle il habite. Et donc, vous voyez la liste des revues et vous voyez Julien à Nantes, Marc à Rennes, etc. Et si Julien change de ville, eh bien, il va mettre à jour le record qui correspond à son profil utilisateur, et une Cloud Function va pouvoir se déclencher et aller mettre à jour la ville dans tous les records des revues qu'il a faites sur l'application. Okay? Un autre comment dire, exemple de synchronisation, c'est ce qu'on appelle des compteurs. Donc, dans le monde NoSQL, on ne peut pas faire des queries agrégées comme on peut faire en SQL. Donc, si on veut avoir un compteur sur un ensemble de documents, bah, par exemple, combien de revues a-t-on sur les restaurants de Nantes? Eh bien, on va entretenir des compteurs qu'on va incrémenter, décrémenter en fonction de ce qui se passe dans la database. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça dans les Cloud Functions? C'est par exemple, c'est que vous ne donnez pas le droit de modifier le compteur à votre utilisateur. Par exemple, imaginez dans un jeu ou dans une application de e-commerce, vous ne pouvez pas donner la permission, le droit à l'utilisateur d'aller lui-même changer la valeur du compteur ou la valeur de son compte sur le site de e-commerce. Donc, vous allez effectuer ça dans une Cloud Function, c'est-à-dire que c'est, comment dire, vous pouvez couper l'accès aux documents compteurs, au record compteur, et les Cloud Functions, elles, par contre, ont le droit d'aller écrire dans la database, quelles que soient les sécurités qui sont mises dedans. On va y revenir plus tard. Une autre utilisation de Cloud Functions, c'est un peu comme la colle, le lien entre les différents services de Firebase. J'ai déjà évoqué, par exemple, l'idée de créer, qui est très standard, de créer un document utilisateur chaque fois qu'un utilisateur s'enregistre dans le service d'authentication. Mais on va voir un exemple tout à l'heure où on va uploader un fichier dans Cloud Storage et on va extraire l'URL de ce fichier et on va la stocker dans un document Firestore. Donc ça aussi, c'est très, très standard. On va faire la glue, le lien entre les différents services de Firebase. Un troisième cas d'utilisation, c'est pour implémenter une business logic, une logique métier
qui est complexe et qui ne peut être que implémenté dans un back-end. Parce que, par exemple, c'est trop compliqué sur un mobile ou sur une application web, et on doit faire ça dans le back-end, ou par exemple, on doit absolument appeler une API qu'on ne peut pas appeler à partir d'un front-end, etc. Je vous rassure, hein, je suis en train de parcourir une bullet list, c'est un peu, comment dire, c'est un peu brut de fonderie, mais la suite de la présentation, ça sera des exemples et du code, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Quatrième exemple, et qui est lié à celui d'au-dessus, c'est si par exemple vous ne voulez pas dévoiler votre business logic, parce que c'est une business logic propriétaire, d'accord, c'est votre secret sauce, c'est votre propriété, c'est la valeur de votre entreprise. Et donc, si vous exposez cette business logic dans les applications, vous savez tous que c'est pas trop difficile de faire du reverse engineering et d'aller, même si le code est obfuscaté, ben, on est quand même capable d'aller extraire la logique métier. Donc, l'idée ici, c'est de mettre cette logique métier dans le back-end via une Cloud Functions, de telle sorte que les front-end ne sont pas capables d'aller voir cette business logic, ils sont juste capables, comme avec une interface, d'aller interagir avec la Cloud Functions. Une autre utilisation, c'est d'implémenter la business logic une seule fois, plutôt que d'aller l'implémenter dans chaque plateforme client. D'accord. Aujourd'hui, avec des plateformes comme Flutter, ben, on développe plus rapidement Android, iOS, mais ça reste quand même toujours d'actualité. Donc, au lieu de réimplémenter 3 fois la même chose dans un front-end, on l'implémente une seule fois en Cloud Functions et les front-end vont interagir avec la Cloud Functions. Autre utilisation intéressante, si vous avez une tâche qui est très intense en ressources, bien, plutôt que de l'exécuter dans le front-end, d'avoir un spinner et que l'utilisateur attende 1, 2, 3 minutes, vous envoyez la requête et les données à une Cloud Functions qui va renvoyer un message comme quoi elle a bien reçu le travail à faire. Elle va faire le travail dans le back-end avec toute la puissance du cloud de Google, parce qu'on peut augmenter la mémoire des Cloud Functions, on peut mettre un bon niveau de mémoire. Et donc, la tâche qui est intense, intensive hein, en anglais, donc qui demande beaucoup de ressources, va s'exécuter dans le back-end, et une fois qu'elle est exécutée, vous renvoyez les résultats au front-end. Il est également possible de générer du contenu dynamiquement et de le servir à partir de Firebase Hosting, un peu comme on faisait, comme on fait en PHP par exemple, d'accord, donc ou avec Microsoft, c'est pas .NET, ça m'échappe maintenant, mais l'idée c'était de générer des pages HTML à la demande. On faisait une query dans la database, on garnissait l'HTML et on l'envoyait au client. Mais on peut, si nécessaire, faire ça en combinant le hosting de Firebase et les Cloud Functions. On peut également utiliser Cloud Functions pour envoyer du messaging, des messages, donc des notifications aux utilisateurs. Très intéressant, on l'a déjà rapidement évoqué, on peut utiliser des Cloud Functions pour s'intégrer avec des microservices offerts soit par d'autres acteurs, soit par Google, donc via les Google Cloud APIs. On peut aussi utiliser une Cloud Functions comme un webhook pour un microservice. Si vous étiez en face de moi, je vous demanderai qui sait ce que c'est qu'un webhook. En 2 mots, un webhook, c'est si vous envoyez un travail ou vous envoyez une requête vous appelez une API, certaines API vont pouvoir vous renvoyer le résultat de ce qui se passe dans leur back-end en appelant une URL, un endpoint que vous exposez. Typiquement, par exemple, pour SendGrid, qui est un système d'envoi d'email, un microservices d'envoi d'email, eh bien, vous envoyez un email, donc vous appelez l'API de SendGrid, vous envoyez un email avec un récipient, le contenu, etc. SendGrid va envoyer l'email au destinataire et va monitorer si le destinataire, quand est-ce que le destinataire ouvre l'email, est-ce qu'il ouvre la pièce jointe, est-ce qu'il a supprimé l'email sans l'avoir ouvert. Et ces événements, SendGrid peut vous les renvoyer. Et donc, vous allez exposer une Cloud Function, une HTTPS Cloud Function, c'est exactement comme une REST API, et vous allez recevoir des appels de SendGrid avec l'information, l'événement, et évidemment, il y aura un identifiant commun entre l'email que vous avez envoyé et l'événement que vous recevez. Et donc, vous pouvez très bien boucler la boucle. Par exemple, imaginez une application de marketing où vous poussez des emails vers un ensemble de destinataires. Et bien après,
vous pouvez recevoir les infos de SendGrid et mettre à jour les documents de chaque client en disant, ben, tiens, celui-là, il a ouvert, celui-là, il n'a pas ouvert, etc. D'accord? C'est un exemple de webhook pour boucler la boucle. Vous pouvez aussi utiliser une Cloud Functions pour, comme un workaround, comme un, je ne sais pas comment, le mot en français ne me vient pas, pour bypasser les limitations que l'on peut trouver dans les client SDKs. Pour les SDK clients, on ne sait pas faire de liste de collections ou de sub-collections, ou on ne sait pas utiliser des queries dans les transactions. En fait, Cloud Functions est basé sur ce qu'on appelle les admin SDK. Donc, vous avez les clients SDK et vous avez également les admin SDK qui sont, vous avez des admin SDK pour Node.js, Java, Python, .NET, Go. Et ces admin SDK sont quelque part plus puissants que les clients SDK pour plusieurs raisons. Et dans le cas des Cloud Functions qui utilisent le Node.js admin SDK, on a la possibilité de faire des queries dans les transactions et de lister les sub-collections. Bon, c'est un peu anecdotique, hein, mais c'est pour vous donner une idée voilà, on peut utiliser Cloud Functions pour faire des choses qui sont limitées au niveau du client. On peut, ça c'est très important, on peut utiliser les Cloud Functions pour bypasser les règles de sécurité. Donc c'est pour la même raison, comme on utilise le admin SDK, en fait le admin SDK a le pouvoir de bypasser complètement les sécurités, les règles de sécurité qu'on a mis sur les services Firebase. Donc, quand vous développez une application en Firebase, par exemple, avec Cloud Firestore, la solution, le service de base de données, vous allez évidemment sécuriser votre base de données. Donc, vous allez donner accès, par exemple, uniquement aux personnes qui sont authentifiées. Vous allez donner le droit de créer un record uniquement, par exemple, à un auteur, alors que quelqu'un qui aura un rôle de reader, de lecteur, ne pourra que lire le document et ne pourra pas en créer. D'accord? Donc tout ça se fait à travers ce qu'on appelle les security rules, les rôles de sécurité dans Firebase. Bien, avec des Cloud Functions, comme c'est un environnement qui est dans le back-end, qui est complètement sous votre contrôle, que les clients ne peuvent absolument pas atteindre, eh bien, vous bypassez complètement les sécurités mises en place. Et c'est la même chose pour tous les admins SDK. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien, à partir d'un serveur .NET ou un serveur Java que vous contrôlez, vous pouvez très bien interagir avec les services Firebase dans le back-end. Okay? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que finalement, ce qu'on a vu ici, c'est que non seulement, le modèle de Firebase, c'est celui-là, mais en fait, vous pouvez aussi avoir ce modèle-là, avoir votre serveur ici, qui lui va interagir avec les services Firebase, d'accord? Et ceci se fait à travers les admin SDK. Okay? Donc, vous avez compris maintenant que les Cloud Functions, en fait, utilisent le admin SDK, et pour cette raison, elles permettent de bypasser complètement les security rules. Deux derniers exemples. Pour gérer les utilisateurs, donc très intéressant, et d'ailleurs, vous ne pouvez le faire que via les Cloud Functions. Ça va être pour créer, désactiver, supprimer ou renvoyer un mot de passe, renvoyer un mail suite à un oubli de mot de passe. Tout ça, vous pouvez le faire à travers les Cloud Functions. Et le dernier point qui est très important, c'est c'était pour déclarer, pour attacher à des utilisateurs, à un utilisateur, un ensemble de ce qu'on appelle des custom claims, qui sont en fait des propriétés qu'on va attacher au token JWT. Et ces propriétés vont permettre de mettre en place une stratégie de sécurité basée sur les rôles. D'accord? Donc, dans le monde Firebase, si vous voulez avoir un role-based access rights, donc des droits d'accès, une stratégie de droit d'accès basée sur les rôles, vous devez utiliser les custom claims. Et vous pouvez attacher une custom claim, donc une propriété au JWT d'un utilisateur uniquement via l'admin SDK. Donc, soit via une Cloud Function, soit, encore une fois, par un serveur que vous contrôlez. Mais évidemment, dans la plupart des cas, si vous utilisez Firebase, c'est parce que c'est une solution serverless. Donc, dans la majorité des cas, on ne met pas dans la boucle un serveur qu'on contrôle. On va utiliser les Cloud Functions qui sont la solution serverless. Voilà, ça c'était un peu
un parcours, comment dire, un scan rapide d'un ensemble de use cases, un ensemble de cas d'utilisation des Cloud Functions, qui est quand même très représentatif de ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors, là, c'est la grosse partie de la présentation, c'est how, comment. Comment on va développer des Cloud Functions. La première chose, c'est l'environnement de développement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je pense que j'ai plutôt dit ça pour l'admin SDK, donc les Cloud Functions sont un produit de Google, d'accord? C'est un produit de Google et elles supportent Node.js, Python, Go et Java. Cependant, si vous utilisez la CLI, donc la Command Line Interface de Firebase pour le déploiement, vous ne pouvez uniquement utiliser Node.js. Et c'est quand on parle de Cloud Function pour Firebase, on parle des Cloud Functions Node.js qu'on déploie avec la CLI de Firebase. Donc vous pouvez déployer des Cloud Functions, comme indiqué ici, dans d'autres langages, mais ceci passera par une autre manière, soit directement sur la console Google Cloud et pas la console Firebase, soit en utilisant G-Cloud, etc. D'accord? Mais Firebase, quand on parle de Cloud Function for Firebase, c'est uniquement en Node.js. Donc, vous devez évidemment avoir un environnement Node.js, d'accord, version 10 ou 12. Vous devez avoir la Command Line Interface installée pour pouvoir déployer les functions sur le runtime de Cloud Functions. Vous devez créer un projet Firebase et vous devez initialiser le SDK de Firebase pour Cloud Functions. Donc, vous allez créer un projet vide qui va contenir toutes les dependencies et il y a vraiment un code de départ, d'accord? Et vous allez devoir choisir si vous voulez utiliser JavaScript ou TypeScript. Et évidemment, puisque vous allez utiliser l'un de ces deux langages, vous avez besoin d'un environnement de développement, un IDE pour JavaScript ou TypeScript. Donc, une fois que vous êtes armé de votre environnement de développement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler dans un fichier qui par défaut s'appelle index.js et vous allez d'abord déclarer le Firebase SDK pour les Cloud Functions, d'accord, qui va permettre de créer des Cloud Functions et de déclencher les triggers. Donc ça, c'est functions equal require Firebase Functions. Si vous avez besoin d'interagir avec les services de Firebase, vous devez utiliser le admin SDK, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc là, c'est const admin equal require Firebase admin, et vous initialisez une instance de l'admin app. Okay, et à partir de cette instance, vous êtes capable de déclarer les différents services que vous allez utiliser dans votre Cloud Functions. Donc admin.firestore, admin.storage, admin.auth, etc. Okay, donc on va regarder une première Cloud Functions et on va l'exécuter. Donc c'est presque la Cloud Functions la plus simple qui soit. C'est un endpoint HTTP. Et dans ce cadre-là, toutes les requêtes qui vont arriver sur ce endpoint vont exposer deux objets, un objet request et un objet response. Et ces objets vont être passés au onRequest callback. Et donc, on va pouvoir, ici, dans le cas, pour cette Cloud Function-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser l'objet response pour envoyer une réponse à la machine ou au consommateur qui a appelé ce endpoint HTTP. Donc, c'est du Node.js Express, hein, c'est le framework Express. Donc, on a la réponse, on envoie un statut 200 et on utilise la méthode send et on renvoie un objet JSON. D'accord? Donc, une fois qu'on a écrit ce code-là, on déploie la fonction via la CLI. Donc, soit on fait Firebase Deploy qui va déployer tous les services qui sont déclarés dans votre projet, soit vous pouvez vous limiter uniquement aux fonctions ou même uniquement à certaines fonctions dans votre ensemble de Cloud Functions. Donc, regardons quel est le résultat de cette Cloud Functions. J'imagine que vous avez déjà une petite idée. Donc, ici, oui, avant de vous montrer ça, je vais aller dans la console de Firebase. Donc, ici, je suis dans la console. C'est pas moi qui danse, hein, c'est ma fille. Hop. Ici, je vais aller dans la console de Firebase. Vous voyez sur la gauche, j'ai un menu vertical dans lequel je retrouve tous les services de Firebase, l'authentication, Cloud Firestore, la real-time database, storage, hosting,
les Cloud Functions et le Machine Learning. Donc ici, je suis dans la catégorie Cloud Functions, j'ai un dashboard, et vous voyez que j'ai 4 fonctions, 4 Cloud Functions qui sont déployées dans mon projet. Okay, vous voyez que ici, j'ai plusieurs types de triggers. J'en ai 2 qui sont des fonctions qui sont déclenchées par une requête HTTP. D'accord, ces deux-là. J'en ai une qui est déclenchée par Cloud File Store, la database, et j'en ai une qui est déclenchée par Cloud Storage. On va toutes les passer en revue et elles vont nous aider à détailler les bonnes pratiques pour développer une Cloud Functions. Donc, celle qui nous intéresse à ce stade-là, c'est celle-ci, d'accord, qui est une Cloud Function HTTP. Donc, on a l'URL, j'ai pris l'URL, elle est ici. Donc, vous voyez, on appelle cette Cloud Functions en passant le nom, ça c'est US Central, c'est la location de la Cloud Function, dans la location au sens Google Cloud. On a le nom de l'identifiant du projet, et ensuite on a le nom de la Cloud Functions. Donc, si je fais Enter, eh bien, mon browser appelle cet endpoint, la Cloud Function se déclenche et me retourne le résultat. Donc, c'est le fameux objet JSON avec une propriété result qui dit Hello JDG Nantes et Hello JDG Cloud Abidjan. OK, donc ça, c'était vraiment un exemple, l'exemple simplissime d'une Cloud Functions. On va monter en complexité dans les slides qui viennent. Mais avant qu'on monte en complexité, c'est très important que je détaille le cycle de vie d'une Cloud Functions, parce que c'est un point absolument clé. Donc, gérer ce cycle de vie, et en particulier terminer correctement le cycle de vie d'une Cloud Functions, est absolument clé. Pourquoi? Eh bien, je vais l'expliquer, mais avant ça, je vais schématiquement vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand une Cloud Functions est déclenchée par un événement. En haut du schéma, vous trouvez la flèche du temps, d'accord? Donc, on va de la gauche vers la droite. Ça, c'est une première chose à noter. Deuxièmement, ce qui est important à noter, c'est que pour une instance d'une Cloud Functions, les événements sont traités l'un après l'autre, en série. D'accord? Donc, une instance de Cloud Functions ne peut pas traiter deux événements en parallèle. Les instances sont isolées l'une par rapport à l'autre. Et autre point très important, le shutdown, le fait qu'une Cloud Function soit arrêtée, est totalement hors de votre contrôle. Pourquoi? Ben ça, c'est un peu le corollaire du serverless. Le serverless, c'est très bien parce que ça déclenche, ça lance des instances à la demande quand il y a du volume, quand il y a de la demande qui arrive, mais évidemment, la plateforme serverless qui vous facture uniquement à l'exécution, ben, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? C'est de tuer les fonctions autant qu'elle peut dès que celles-ci ne sont plus actives. D'accord? Donc, on a l'avantage du serverless, paiement à la demande, montée en puissance à la demande, mais on doit aussi accepter que derrière, la plateforme va gérer ça au maximum pour que, en termes de consommation sur la plateforme, ça soit au minimum. Okay, et donc, c'est pour ça que c'est très important parce que vous allez voir dans la suite que ce qu'on doit absolument éviter dans la gestion du cycle de vie d'une Cloud Function, c'est que la plateforme tue cette Cloud Functions avant que celle-ci ait terminé le travail qu'elle doit faire et terminer son exécution. Alors, revenons à notre schéma. Ici, vous avez en bas, vous avez la plateforme Cloud Functions. Ici, on va parler de deux instances d'une même Cloud Functions. D'accord? On a une première instance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement qui arrive et cet événement doit déclencher cette Cloud Functions en particulier. Donc, la plateforme va démarrer l'instance. L'instance va démarrer et va traiter va exécuter le code de la Cloud Functions et va s'arrêter ici. À ce moment-là, et donc pour le moment, l'instance est toujours là. À ce moment-là, un deuxième événement arrive et comme la plateforme voit qu'elle a déjà une instance et que cette instance est idle en anglais, n'est pas utilisée, elle va réutiliser cette instance et elle va donc lancer l'exécution avec cette instance. Cette exécution va durer un certain temps. Pendant l'exécution de cette Cloud Function, de cette instance, on a un nouvel événement qui arrive. À ce moment-là, la plateforme se rend compte qu'elle ne peut pas utiliser l'instance numéro 1, donc elle va lancer une deuxième instance. Okay, elle lance une deuxième instance. Pendant cette deuxième instance se déclenche. Entre-temps, l'instance numéro 1, l'exécution s'est arrêtée. On a un quatrième événement qui arrive. La plateforme voit que l'instance numéro 1 est libre, donc elle lance l'exécution sur l'instance numéro 1. Et là, à ce moment-là, la plateforme décide de regarder si elle ne peut pas tuer, arrêter l'instance numéro 1.
Et donc, elle essaye de l'arrêter, mais comme cette instance est en cours d'exécution et que son cycle de vie est bien géré, eh bien, la plateforme ne va pas l'arrêter et va laisser l'instance continuer l'exécution. Et puis, un peu plus tard, elle va essayer d'arrêter l'instance numéro 2. Là, il se trouve que l'exécution s'est arrêtée, et donc la plateforme peut arrêter l'instance numéro 2. D'où le petit icône vert, OK, là, je shut down l'instance numéro 2, et l'instance numéro 2 est terminée par la Cloud Function, et toutes les données en mémoire, etc., sont nettoyées, wipe out, et n'existent plus. Okay, mais l'instance numéro 1 est toujours là, parce que la plateforme a essayé de l'arrêter ici, mais ne pouvait pas. Et puis, on a encore un événement qui arrive. Instance numéro 1 est disponible. Ça démarre. La plateforme essaye encore de l'arrêter. Pas possible, puisqu'on est encore dans l'exécution. Et on finit par un moment où la plateforme peut arrêter l'instance numéro 1. Jusqu'au moment où on reviendra, il y aura un nouvel event et ça reprendra le même schéma. D'accord? Donc ça, c'est vraiment clé à comprendre. Et surtout, qu'est-ce qui est important? C'est ces deux flèches-là, c'est ces deux moments où dans le schéma, dans l'exemple, où la plateforme essaye d'arrêter une Cloud Functions qui est en plein milieu de son exécution. Et donc, évidemment, vous ne voulez pas que ça s'arrête en plein milieu d'une exécution, puisque vous n'atteignez pas le but recherché. Donc, comme je le disais, c'est très important de gérer correctement le cycle de vie. Premièrement, vous l'avez déjà compris, pour être sûr que une instance de Cloud Functions qui est en train d'exécuter votre fonction ne soit pas arrêtée avant qu'elle ait atteint son état de terminating, son état de fin, d'accord, qu'elle ait complété son exécution. Et ça, c'est important parce qu'en fait, la plupart des opérations dans une Cloud Function et dans un environnement Firebase sont des opérations asynchrones. Hein. Pour écrire sur la database, c'est asynchrone. Tout à l'heure, on a l'exemple que j'ai montré de Cloud Function très très simple. C'était complètement synchrone. Mais en général, la Cloud Function, elle va durer quelques secondes parce qu'elle va interagir soit avec une API extérieure, soit avec un service Firebase qui, par nature, est asynchrone. Donc, c'est uniquement quand tout le travail asynchrone est terminé qu'il est à ce moment-là possible de terminer la Cloud Functions. Donc, vous ne devez surtout pas laisser votre Cloud Function se terminer avant ou pendant qu'il y a toujours du travail qui est en train d'être fait. Excusez-moi pour la traduction anglais-français un peu rock'n'roll. Et ça, c'est très important parce que je suis très actif sur Stack Overflow sur le tag Google Cloud Functions, et il y a on va dire, les 2/3 des questions, les 2/3 des problèmes que les utilisateurs rencontrent, sont liés à une mauvaise gestion du cycle de vie. Et c'est très, très, très difficile à détecter. Donc, ils sont là, mais pourquoi mon code parfois marche et parfois ne marche pas? Et je ne comprends pas. Et en fait, c'est parce que, vous voyez, ici, dans certains cas, eh bien, la plateforme a laissé la possibilité à la Cloud Functions. Imaginez une Cloud Functions dont le cycle de vie n'est pas géré correctement. Eh bien, la plateforme lui a laissé le temps d'aller jusqu'à la fin de son exécution. Donc, vu d'un développeur qui est en train de débugger, il dit, mais là, ça marche. Et puis, 2 minutes après, la même Cloud Functions, bam, elle ne marche pas parce que ici, la plateforme essaye de l'arrêter. Et comme le cycle de vie n'est pas géré correctement, eh bien, elle réussit à arrêter la Cloud Functions. Donc, c'est clé parce que c'est en plus difficile à détecter et à comprendre. Pourquoi on a une espèce en fait, on a très souvent un comportement complètement erratique. Dans certains cas, ça marche, dans certains cas, ça ne marche pas, et on ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment clé de gérer son cycle de vie. Et la deuxième raison qui est, à mon sens, moins importante, c'est d'éviter que vous ayez des charges, une facturation excessive, si par exemple votre Cloud Functions prend trop de temps, ou si par erreur vous avez une boucle infinie, etc. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, on a compris maintenant qu'il fallait gérer le cycle de vie correctement, mais comment je dois faire? Alors, comment vous devez faire? Eh bien, vous devez terminer votre Cloud Functions de 2 manières. Pour les Cloud Functions qui sont HTTP, qui sont déclenchés par une requête HTTP,
comme on l'a vu, vous allez renvoyer une réponse au consommateur, au consumer en anglais, à la machine ou au front-end qui a appelé cette fonction, et vous allez renvoyer une réponse en utilisant une des trois méthodes de Express.js, redirect, send or end. À ce moment-là, la Cloud Function la plateforme saura, une fois que vous avez appelé ces méthodes, la Cloud Function sait qu'elle peut terminer la Cloud Functions sans problème. Et pour les Cloud Functions qui sont déclenchées dans le background, ou pour les Cloud Functions callable, il vous faut retourner une promise, ou alors nul, ou alors un objet. Donc là, c'est pareil, si j'étais en face de vous, je demanderais qui sait ce que c'est qu'une promise. En JavaScript, une promise, c'est un objet qui représente en fait la eventual completion, donc comment traduire, le fait que dans le futur, l'opération va soit être successful, va réussir, soit va renvoyer une erreur. Excusez-moi, j'emploie tellement du jargon anglais que j'ai du mal à trouver les mots en français. Mais donc, une promise, c'est un objet qui est JavaScript, qui est vraiment dédié à la gestion des opérations asynchrones. D'accord? Et une promise va être dans il y a trois états. Soit elle est en attente, donc elle est en train d'être exécutée, soit elle est fulfilled, c'est-à-dire qu'elle a donné un résultat positif, soit il y a eu une erreur et elle est rejected. Okay? Et donc cet objet, une fois qu'on atteint un des trois états, va soit retourner la valeur, soit retourner une erreur. Et la manière de gérer le cycle de vie dans une Cloud Functions, comme je l'ai dit, c'est de retourner une promise dans les Cloud Functions background. Et à ce moment-là, clairement, la plateforme Cloud Function, la Cloud Function Platform, sait qu'elle doit attendre que cette promise soit resolved, donc soit qu'elle soit fulfilled ou qu'elle soit rejected, avant de cleaning, avant de tuer et de nettoyer la fonction. Et si vous ne retournez pas une promise, eh bien, comme montré dans le diagramme tout à l'heure, la plateforme peut très bien terminer votre Cloud Functions. Alors, regardons avec deux exemples concrets. Ici, on reprend l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, on utilise l'objet response et on appelle la méthode status, mais surtout on appelle la méthode send. À partir de ce moment-là, tout est OK, la plateforme sait qu'il faut attendre et elle ne va pas tuer la Cloud Functions avant que vous ayez appelé send, redirect ou end. Pour une background triggered Cloud Functions, donc comme je l'ai dit, on va retourner une promise et on va retourner en fait la promise qui est retournée par la méthode asynchrone add. Alors regardons un peu cette Cloud Function, si vous la verrez fonctionner tout à l'heure. C'est une Cloud Functions qui est sur FileStore et qui se déclenche quand un nouveau document est créé dans la collection Cities. Donc dans cette collection Cities, on va créer des documents qui ont un certain identifiant et au moment où on crée ce document, la Cloud Function se déclenche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise l'objet context et elle utilise params, la propriété params de cet objet context. Et dans params, on a l'ID, on a la valeur de l'identifiant du document qui a été créé dans la collection Cities. Et on utilise également l'objet context pour avoir le timestamp, donc pour avoir le timestamp de l'exécution de la Cloud Function. Vous vous souvenez, tout à l'heure, au début, je vous ai dit que les Cloud Functions exposaient un objet context qui donnait un ensemble de propriétés liées à la Cloud Functions elle-même, à l'événement lui-même. Et donc, on déclare ces deux variables et on va ici utiliser donc le admin SDK, on appelle FileStore, collections, donc on va créer dans la collections qui s'appelle Cities Creation Log, on va ajouter un document avec deux champs, le champ docID et le champ timestamp. Et ce qui est très important de voir ici, c'est que d'abord, la méthode add, c'est une méthode qui retourne une promise, et on retourne ici la promise retournée par la méthode add. Et donc, du coup, le callback on create reçoit la promise qui est retournée par add, et donc là, tout est OK. Il sait qu'il doit attendre que tout le travail, toute l'exécution asynchrone soit complète avant de pouvoir tuer cette Cloud Functions. OK, donc là, ça, c'est un exemple simple où on a juste un appel asynchrone. D'accord? C'est juste la méthode add. Mais évidemment,
dans la réalité, dans la plupart des cas, vous avez plusieurs calls asynchrones. Vous allez lire une valeur dans la database, vous allez prendre les données, vous allez réécrire autre part dans la database, ou vous allez envoyer ça à une API de Google, ou vous allez appeler une API, l'API de Twitter ou de Facebook, opération asynchrone. Vous allez recevoir l'info, et là, vous allez envoyer un message à l'utilisateur ou déclencher un mail avec cette information. Okay, donc, dans la plupart des cas, vous allez combiner plusieurs appels asynchrones. Et donc, on a deux cas ici. On a soit des appels en séquence, soit des appels en parallèle. Donc, pour des appels en séquence, on va utiliser le fait que les méthodes asynchrones de Firebase retournent toutes des promises. Et on va pouvoir utiliser les mots-clés async await dans notre code pour gérer la succession, l'enchaînement de ces différents appels asynchrones. Alors, async await, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années. Avant async await, on utilisait then, et avant then, on utilisait le cauchemar des callbacks. Alors, ici, dans ce slide, dans les slides qui suivent, je vais utiliser async await, mais à la fin des slides, que j'enverrai à Julien et qui distribuera, j'ai un petit appendix qui vous montre comment travailler avec Zen et non avec async await. Donc, je vous conseille fortement de travailler avec async await. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'écrire du code basé sur des promises d'une manière comme si c'était du code synchrone. Okay, utiliser Zen n'est pas très difficile, mais on est dans quelque chose qui est moins facile à lire, moins propre qu'en utilisant async await. Okay, mais ici, vous avez tous les exemples. Donc, vous voyez là l'idée d'appel séquentiel et d'appel parallèle. Et vous avez les mêmes exemples que je traite je montre la comparaison entre async await et Zen. Okay, ça, c'est une petite parenthèse. Revenons. Où étais-je? J'étais ici. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Dans cette Cloud Functions, c'est encore une Cloud Functions pour Firestore, qui se déclenche quand on crée un nouveau document. Et bien ici, vous voyez, j'ai des méthodes asynchrones factices. La première, c'est que j'attends un résultat intermédiaire, donc je fais await une méthode asynchrone de Firebase. Par exemple, je vais lire un record dans la database, je reçois le résultat, je passe ce résultat à une autre méthode asynchrone, donc à nouveau, je fais await, et une fois que cette méthode asynchrone s'est exécutée, je vais directement retourner la promise qui est retournée par la troisième méthode asynchrone. Okay, donc là, je fais les choses correctement, puisque d'abord, j'attends que tous les appels en séquence à des méthodes asynchrones soient complétés, soient exécutés correctement, et c'est uniquement quand ces appels sont exécutés que je retourne une promise, dans le callback onCreate. Si vous voulez, par exemple, très souvent, on aime bien mettre un log, etc. Vous pouvez également, plutôt que de retourner directement la promise qui est retournée par la fonction asynchrone, vous pouvez faire await, vous attendez l'exécution, et vous pouvez retourner nul. Et ça, il n'y a aucun problème, d'autant plus qu'une fonction async retourne toujours une promise, quel que soit ce que vous retournez. Alors, regardons un exemple concret et on va le faire tourner. Donc, quelle est l'idée ici? L'idée ici, c'est de uploader, de télécharger un fichier dans Cloud Storage et d'en extraire une URL signée, une signed URL. J'imagine que vous savez ce que c'est une URL signée. C'est une URL qui a une durée de vie temporaire qui va permettre, si vous distribuez cette URL, va permettre à n'importe quel utilisateur d'ouvrir votre fichier directement à partir de Cloud Storage. Donc, comment on va faire? Pardon, je vais repasser en mode présentation, excusez-moi, ça sera plus grand. Donc, là, on est dans l'exemple d'une succession séquentielle d'appels à des méthodes asynchrones de Firebase. Donc, on a une Cloud Function qui s'appelle GenerateFileURL, qui se déclenche, comme je viens de l'expliquer, dans Cloud Storage au moment où on crée un nouvel object. On va d'abord extraire
les informations de cet objet, on va extraire le bucket et le nom de fichier de cet objet. Donc, on a les identifiants de l'objet qu'on vient de créer. On va ensuite créer un objet de configuration pour cette URL signée dans laquelle on dit que cette URL est dédiée uniquement à la lecture et à une date d'expiration en 2025. Et ensuite, on va appeler sur l'objet file, on va appeler la méthode getSignURL, qui est une méthode asynchrone, d'accord? Et donc, on va appeler cette méthode en lui passant la configuration. Donc, comme c'est une méthode asynchrone qui retourne une promise, on utilise le keyword await. Et on a bien fait attention ici, quand on a déclaré cette fonction, de mettre async devant. Donc, on utilise await. Donc, quand cette méthode asynchrone retourne la promise avec le résultat résultat qui est une URL signée, on passe ce résultat dans cette variable et on en extrait. Cette variable, en fait, c'est un tableau, un array qui a qu'un seul élément et on va prendre le premier élément de cet array. Et donc là, on a l'URL qui correspond au fichier qu'on a uploadé dans Cloud Storage. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette URL? Et bien, on va aller la mettre dans un document FileStore. Donc, on appelle, comme tout à l'heure, admin FileStore collection. C'est une collection qui s'appelle SignURL. Et on ajoute un document qui a deux champs. Le premier, c'est le nom du fichier. Et le deuxième, c'est cette URL signée. OK? Alors, regardons comment ça va fonctionner. Donc, là, je vais aller dans la console. Je vais faire l'upload du fichier directement à partir de la console de Firebase. Donc, je vais dans le service Storage. OK, d'ailleurs, j'ai celle que j'ai essayée tout à l'heure, donc je vais la déliter. Hop. Et donc là, je vais utiliser le bouton Upload File, mais ça serait exactement la même chose si vous faisiez un upload à partir d'une application ou si vous preniez une photo de votre smartphone dans une application Android et que vous uploadiez la photo directement dans Cloud Storage. Okay, la manière dont on upload le fichier ici n'a aucune importance. Donc, je vais prendre un fichier ici. Le fichier est uploadé et maintenant, je vais aller dans Cloud FileStore. Je vais rafraîchir parce que c'est une nouvelle collection, donc je fais un refresh. Et j'ai rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet démo. Où est le problème? Je suis bien dans Cloud FileStore. Ah voilà, elle est arrivée. Elle a pris un peu de temps à tourner. Il y a eu un effet de call start dont on parlera tout à l'heure. Donc là, j'ai une nouvelle. Si je reviens sur le slide, vous vous souvenez que j'ai dit qu'on allait créer un document dans la collection qui s'appelle Signed URLs. Donc on retrouve cette collection qui vient d'être matérialisée parce qu'on a créé le premier document de cette collection. Le document, il a un ID qui a été automatiquement assigné par FileStore puisqu'on a utilisé la méthode add et il a bien les deux champs qu'on lui a assignés dans le code. Donc on a le nom du fichier et on a l'URL signée. Donc si je sélectionne cette URL et que j'essaye directement à partir de mon browser de l'ouvrir, je reçois l'image que j'ai uploadée sur Cloud Storage. OK? Et si je viens je reviens dans la console de Firebase, je vais sur la partie Functions, je vais voir dans les logs, je peux aller dans les logs et je peux voir dans les logs que vous voyez que cette URL, cette Cloud Functions qui s'appelle Generate File URL s'est déclenchée et c'est bien terminé. OK? Et pourquoi j'ai tout ça? Je pense que je fais un print des métadata dans le code réel. OK? Donc ici, j'ai un log. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, les Cloud Functions sont un produit de Google, donc vous pouvez aussi utiliser la console de Google Cloud et l'interface de log est beaucoup plus puissante que celle qu'on trouve dans la console de Firebase. Donc, on peut vraiment faire des queries, etc. Donc, il suffit d'aller sur Google Cloud, la console de Google Cloud. Dans le menu vertical, vous trouvez Cloud Functions. Et donc, si vous êtes sur le même projet que votre projet Firebase, parce que pour chaque projet Firebase, vous avez un projet Google Cloud, c'est le même projet. Et donc, dans la console de Google Cloud, vous allez trouver les mêmes Cloud Functions que ce qu'on peut voir ici dans le dashboard. OK? Donc là, c'était un exemple d'appel séquentiel à différentes méthodes asynchrones. Et là,
qu'est-ce qui est important? Le point ici, c'est de vous montrer à nouveau cet exemple, c'est qu'on attend que cet appel asynchrone soit terminé pour déclencher le suivant, et comme c'est le dernier de la chaîne, eh bien, on retourne la promise qui est retournée par la méthode add. Donc ici, la Cloud Functions est correctement, le cycle de vie est correctement géré. Alors, un peu plus complexe, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des appels asynchrones, mais en parallèle. Donc, pourquoi on aurait besoin d'appels asynchrones en parallèle? Eh c'est que, par exemple, quand vous voulez traiter une collection d'objets, vous ne connaissez pas a priori le nombre d'objets dans cette collection. Donc, vous ne pouvez pas travailler en séquence, vous êtes obligé de travailler en parallèle. Et pour travailler en parallèle avec des promises, eh bien, il faut utiliser la méthode promise.all. Et cette méthode, elle reçoit, on lui passe un tableau, un array de promises comme input, et elle va retourner une et une seule promise qui contient un array de résultats de l'exécution de toutes ces promises. Et les deux arrays sont triés dans le même ordre. Alors pourquoi c'est intéressant de recevoir une seule promise? C'est parce que ça permet justement de savoir exactement quand est-ce que l'ensemble des appels en parallèle sont tous exécutés. Donc, regardons cette Cloud Function, si on va également la déclencher. Donc, c'est une Cloud Function qui s'appelle Copy All Countries. On va la déclencher par une requête HTTP pour des raisons de facilité. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord aller lire tous les documents qui sont dans une collection Countries. Elle va recevoir ce qu'on appelle un query snapshot, c'est-à-dire les résultats de la query. Et donc là, ici, on peut avoir de 0 à n documents dans cette collection. Et à partir de ce query snapshot, on va créer le array qu'on va passer à la méthode promise_all. Donc on déclare un array vide, et ici on utilise for each, on pourrait très bien utiliser la méthode map, et on va faire une loop, on va autour de tous les documents retournés par la query, et on va à chaque fois créer, on va créer un nouvel élément dans le tableau promise qui est en fait la création d'un document dans la database et dans la collection Cities. Donc j'espère que je suis pas trop, que je suis clair. Je vais redétailler. Donc l'idée c'est que pour chaque document countries, on va d'abord déclarer deux variables. Ce document countries contient un champ qui s'appelle capital city et un champ qui s'appelle name, et on va créer un nouveau document dans une autre collection qui s'appelle cities. Ce document, on va lui donner comme identifiant la valeur du champ capital city, et on va lui passer deux valeurs, la valeur du pays et un booléen qui sera toujours à true. Peut-être que pour que ça soit plus clair, je vais vous montrer la collection initiale. Donc c'est la collection qui s'appelle countries, qui est ici. Vous voyez, j'ai un ensemble de documents dans countries. Si je me pose, c'est le code du pays. Sur la France, eh bien, la capital city, c'est Paris, et le nom du pays, c'est la French Republic. Si je vais en Belgique, on a Bruxelles et le Royaume de Belgique. Okay, donc, la Cloud Function va parcourir toute cette collection, et pour chaque document, elle va créer un document ville, un document city, qui va prendre le nom, l'identifiant du champ capital city. Okay, ce qui est important ici, c'est de noter comment on gère le fait qu'on a un nombre variable d'appels asynchrones qui correspond au nombre de documents qu'on a dans la collection. Donc, on va pousser les éléments des promesses, puisque la méthode set retourne une promise. Donc, à la fin de cette loop, qu'est-ce qu'on a? On a un array promise qui est un array qui contient les promises qui vont écrire dans la database FileStore. Et donc, on appelle la méthode asynchrone promise_all. Évidemment, on met await devant et on reçoit un résultat, on reçoit un tableau du résultat qui est le résultat de ces promises. Okay, ici, dans notre cas, c'est un peu spécifique. Comme on est en train d'écrire dans la base de données, en fait, la promise qu'on reçoit est vide. C'est une promise qui contient void. Okay, donc, en fait, ici, on a un array qui contient que void. Mais par contre, cet array, on peut l'utiliser pour connaître sa taille. Et donc, souvenez-vous, on est dans une requête HTTP, dans une Cloud Function HTTP. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la terminer correctement? On doit
utiliser la response et renvoyer et appeler la méthode send. Et dans la méthode send, on renvoie un objet JSON dans lequel on dit, voilà, autant de documents cities ont été créés. OK. Donc, l'idée, c'était, on a plusieurs appels en parallèle. On va utiliser Promise All pour savoir à quel moment tous ces appels ont été effectués. Une fois que tous ces appels ont été effectués, et uniquement à ce moment-là, on peut renvoyer la réponse et indiquer à la plateforme qu'elle peut tout à fait arrêter la Cloud Functions. Donc, essayons cette Cloud Functions. Donc, ici, on a la collection countries. Si je me mets dans ce nouveau tabs, j'ai, comme je vous l'ai dit, c'est une Cloud Function HTTPS. Donc, elle est, voilà l'URL qui la déclenche. Je la déclenche. Et je reçois le fait qu'il y a 11 documents cities qui ont été créés. Et donc, on va aller vérifier. Hop là, c'est pas ici, c'est là. Donc là, à nouveau, je fais un refresh et je dois avoir une nouvelle collection qui s'appelle cities, qui est là. Et vous voyez, pour chaque document qu'on avait dans countries, on a créé un document avec le nom de la capitale du pays. Et dans chaque document, on a le nom du pays et on a ce fameux is capital city qui a été mis à true, qui est toujours à true, puisque de toute manière, c'est la capitale. OK? Et alors, ceux qui ont été attentifs ont peut-être vu qu'il y a ici une nouvelle collection. Eh bien, c'est la collection qui a été créée par le premier exemple qu'on a vu, qui était cet exemple-là, où en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On déclenchait une Cloud Functions quand un nouveau document a été créé dans la collection Cities. Et on prenait le document, le doc ID de ce nouveau document, le timestamp, et on créait un nouveau document dans une collection qui s'appelait Cities Creation Log. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Cloud Functions qu'on a déclenchée, elle a créé des documents dans la collection Cities, mais comme on a une Cloud Functions qui est en train d'écouter, qui est déclenchée par la création d'un nouveau document dans cette collection Cities, eh bien, dès que celui-ci est créé, eh bien, cette autre Cloud Function se déclenche et va créer un document correspondant ici dans cette collection. D'accord? Le fait que d'un côté, le fait que ce soit une Cloud Functions ou que ce soit une application client qui crée le document dans FileStore n'a évidemment aucune espèce d'importance pour la Cloud Functions. Elle voit qu'il y a un nouveau document qui a été créé dans Cities, tout de suite elle se déclenche et elle crée le document correspondant dans le log de création des villes. OK? Voilà, là c'était un gros morceau. Donc j'espère que j'ai été clair et complet. Et donc le message, c'est très important de gérer le cycle de vie correctement et de toujours renvoyer le signal à la plateforme qu'elle peut arrêter votre Cloud Functions et n'envoyer ce signal que quand l'ensemble des opérations asynchrones est complété, que ce soit des opérations en séquence ou qu'on soit en parallèle. OK? Et donc ça, c'est les exemples que j'ai montrés, c'est des exemples avec des méthodes de Firebase. On écrivait dans FileStore ou on lisait dans Cloud Storage, mais ça vaut pour tout type d'appel asynchrone. Par exemple, ici, on a deux Cloud Functions. L'une va générer un paiement sur la plateforme Stripe, et la méthode create de la plateforme Stripe renvoie également une promise, et donc c'est exactement la même logique. On va utiliser await pour attendre que le paiement soit créé, et uniquement ensuite on va prendre le paiement intent, donc ce paiement-là, on va mettre à jour le node de la real-time database, et uniquement quand ces deux opérations asynchrones seront complètes, uniquement à ce moment-là, on pourra faire return null. Pareil pour Mailgun, service d'envoi d'email. Ici, on va utiliser le Node.js SMTP Transport. Donc, on va appeler NodeMailer create transport. Et puis ensuite, on va, sur cet objet SMTP Transport, on va appeler la méthode sendMail, qui est également une méthode asynchrone et donc qui retourne une promise. OK? Alors, continuons sur le how. On va passer un peu plus rapidement. Vous avez la possibilité d'utiliser des variables d'environnement. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant quand vous voulez avoir un code qui soit plus portable.
et en particulier quand vous voulez switcher, travailler avec plusieurs environnements, hein, dev, test, prod, live, comme vous voulez les appeler. Et donc, vous pouvez enregistrer des variables d'environnement sur chaque projet Firebase. Donc, en général, en 2 mots, si vous voulez travailler avec plusieurs environnements, un environnement de dev, un environnement de test, un environnement de prod en Firebase, la manière qui est conseillée, c'est d'avoir un projet Firebase pour chacun de ces environnements, d'accord? Et vous déployez votre Cloud Functions sur l'environnement désiré. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que pour chaque projet Firebase, vous allez utiliser la méthode, la commande set, donc functions config set, pour setter, donc pour déclarer les variables d'environnement sur chaque projet. Et ensuite, dans la Cloud Functions, vous allez accéder à ces variables d'environnement en faisant functions.config. Et l'identifiant de la variable que vous avez écrite ici. Okay, et vous pouvez aussi faire ce setting de variables d'environnement via la console de Google Cloud. Les runtime options, je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on pouvait monter la mémoire d'une Cloud Functions. Donc, deux éléments de configuration importants. La région. Donc, vous pouvez, par défaut, une Cloud Function va s'exécuter dans la région US Central 1, mais vous pouvez très bien la déployer dans une autre région. Vous pouvez même déployer la même Cloud Functions dans différentes régions. Et pour ça, vous devez faire un appel à la méthode regions au moment où vous déclarez votre Cloud Functions dans votre code. Okay, et pour les options runtime, vous pouvez augmenter le timeout. Donc, par défaut, le timeout d'exécution d'une Cloud Function, c'est 1 minute, mais vous pouvez l'augmenter à 9 minutes. Et la mémoire, par défaut, c'est 128 MB, et vous pouvez monter à 2 gigas. Et là, vous utilisez la méthode runWith et vous passez un objet de configuration dans lequel vous avez mis l'une ou les deux variables, enfin, les deux objets, les deux valeurs timeout et memory. Okay, et ces options de runtime, vous pouvez aussi les modifier dans la console GCP, dans la console Google Cloud. Le monitoring et le testing. Donc, pour monitorer, vous pouvez écrire dans les logs, que ce soit avec les classiques console log, console error, mais vous pouvez aussi utiliser la librairie Stackdriver Logging pour Node.js. Vous pouvez voir les logs, comme on l'a vu brièvement, via la console. Vous pouvez aussi importer les logs en local avec la command line interface. Vous pouvez utiliser Stackdriver Logging UI, ou comme j'ai dit, la console de Google Cloud. Et vous pouvez également utiliser le Stackdriver Error Reporting. Donc, vous allez émettre des erreurs et vous allez voir ces erreurs dans le Stackdriver Error Reporting, encore une fois, dans la console cloud. Okay. Le testing, la CLI, la Command Line Interface de Firebase, inclut un émulateur pour Cloud Functions qui supporte les Cloud Functions HTTP, Callable, et 4 types de Cloud Functions déclenchés dans le back-end: la Real-Time Database, FileStore, Authentication et PubSub. Et l'émulateur n'est pas que pour les Cloud Functions, il y a toute une suite qui va inclure plusieurs émulateurs et qui vont vous permettre en local, donc l'émulateur c'est pour tester en local et pas devoir à chaque fois déployer sur la plateforme, vont vous permettre de faire du testing cross-product, hein, donc de tester en local les interactions entre FileStore, Authentication et vos Cloud Functions. OK. J'en profite pour vous dire que comme tous les produits Google, la documentation de Firebase est vraiment top. Vraiment top. Et donc, tous les détails sont dans la documentation de Firebase. Peut-être que je peux rapidement... aller voir la documentation. Donc, vous allez dans Guide. Et toujours avec le menu vertical, et vous avez ici tous les services qui vous permettent de créer une application, et on a ici tout ce qui est Cloud Functions, d'accord? Et donc là, vous retrouvez la même chose, les Cloud Functions qu'on peut interroger directement, les Cloud Functions qu'on peut déclencher avec des background triggers,
Vous avez ici les best practices pour écrire les Cloud Functions et tout ce que j'ai présenté dans la présentation est ici sur comment terminer correctement une Cloud Functions. Okay. On retrouve les environment configuration. Ici, vous allez retrouver la même chose sur l'émulator, etc., etc. D'accord? Revenons à la présentation. Donc, monitoring, tout un ensemble de solutions. Testing, utiliser l'émulator. Et alors, dans cette section How, comment, j'aurais pu encore parler des cold start, qui est inhérent à un système serverless. Hein. Encore une fois, vous utilisez un système serverless qui vous permet de faire des économies au sens où le système ne tourne que quand il y a besoin. Vous devez accepter que le provider, que Google Cloud, mais c'est pareil pour tous les autres fournisseurs de cloud, va faire en sorte de minimiser le temps d'exécution et donc va chercher à arrêter vos instances. Et donc, le corollaire de ça, c'est que quand il n'y a plus d'instance correspondant à une Cloud Function spécifique, une Cloud Function donnée, quand il n'y a plus d'instance, la plateforme doit redéployer le container qui contient la Cloud Functions, charger toutes les librairies de la Cloud Functions et la lancer. Et donc ça donne lieu à ce qu'on appelle un call start, c'est qu'en fonction de la complexité de la Cloud Functions, ça peut être entre quelques secondes jusqu'à 1 ou 2 minutes. La bonne nouvelle, c'est que Firebase, qui travaille de manière très intime et très liée avec Google Cloud, est en train de mettre au point une solution pour éviter ce call start. Mais je vous donne ici des liens, en attendant que cette solution soit déployée, je vous donne des liens qui vous donnent des tips and tricks pour minimiser ce temps de call start. Okay. Je vous donne également des liens sur comment manager les ressources, comment redéclencher des fonctions si jamais il y a une erreur. Des fois, il y a des erreurs qui ne sont pas dues au code, mais qui sont plutôt dues aux données. Et donc là, vous voulez les redéclencher, faire en sorte qu'automatiquement, s'il y a une erreur due aux données, on réessaye un peu plus tard. Si vous voulez utiliser TypeScript, allez voir ces 2 URL qui expliquent comment configurer votre IDE et le projet. Et également, si vous voulez travailler avec des Cloud Functions HTTP, c'est important de bien comprendre la différence entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que sinon on prendrait toute la nuit. Mais voilà, des éléments en plus à aller consulter. Alors, la dernière partie, c'est le How Not. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? La première chose à éviter de faire, à la lumière de ce qu'on a dit précédemment, c'est d'éviter d'envoyer un signal comme quoi la plateforme peut arrêter la Cloud Functions, alors que le travail de la Cloud Functions n'est pas fait. Alors, prenons un exemple d'une Cloud Functions qui exécute un travail heavy, hein, donc assez long et qui demande un certain temps d'exécution. Un développeur va avoir la tentation donc ici, on est dans une Cloud Functions HTTP, donc il y a un appel à la Cloud Functions, hein, exactement comme une REST API. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a envie d'indiquer, comme on sait que ça va durer longtemps, que c'est une exécution, par exemple, qui va durer 5 minutes, eh bien, qu'est-ce que fait le développeur? Ici, il envoie directement la réponse au client en disant « OK, le travail a commencé ». Et puis, une fois qu'il a envoyé l'information au client que le travail a commencé, eh bien, il commence à faire le gros travail asynchrone ici. Le problème ici, c'est que, comme vous le comprenez, eh bien, le fait qu'on ait renvoyé, qu'on ait appelé la méthode send sur la réponse, eh bien, on a envoyé le signal à la plateforme qu'elle pouvait tout à fait arrêter la Cloud Functions. Et du coup, eh bien, il y a une forte probabilité que ce travail asynchronous work, qui en plus est heavy et en plus prend du temps, soit arrêté en plein milieu. Donc ici, il faut faire différemment. Et quelle est la manière? C'est d'utiliser PubSub. Donc, comme je vous dis, PubSub, c'est un bus sur lequel on va pousser des événements. Et donc ici, comment on va faire? On va déclarer un nouveau client PubSub, on va déclarer un nouveau topic, une nouvelle payload, par exemple, on va recevoir l'instruction, hein, c'est toujours une HTTP Cloud Functions. Par exemple, le client va envoyer une image très très lourde qu'on veut traiter. On veut, je ne sais pas, en extraire
extraire quelque chose via Google Vision API, ou on veut compter le nombre de pixels rouges ou quoi que ce soit. Mais imaginons un travail, à nouveau un travail lourd. On va recevoir à partir de la requête, on va recevoir les informations à traiter. Par exemple, on peut stocker le fichier dans Cloud Storage et recevoir le nom du fichier. Une fois qu'on a reçu ça, on va déclencher, on va envoyer un message sur PubSub. Donc, ici, on a une payload pour PubSub, okay, c'est un exemple. On va utiliser un data buffer. On va appeler le PubSub client, le topic en question, et on va publier le buffer sur le topic en utilisant la méthode asynchrone publish. Et donc là, on va envoyer un message sur PubSub et on a une autre Cloud Functions qui se déclenche quand un message arrive sur ce topic. Et donc, en fait, on délègue le travail à une autre Cloud Functions qui est déclenchée via PubSub. Et une fois qu'on a fait ça, ici, on est tranquille parce que le travail lourd, il a été délégué à une autre Cloud Functions. Donc, on peut tout à fait, à ce moment-là, renvoyer la réponse à l'utilisateur, au client, en lui disant « OK, le heavy work acknowledged, donc c'est bon, c'est parti, il est bien pris en compte. » Cette fonction-là se termine, mais la fonction qui a été déclenchée via PubSub, elle tourne, elle fait les 5 minutes de travail, et une fois que c'est fini, eh bien, comment on fait pour envoyer le résultat à l'utilisateur? On a plein de possibilités, on peut lui envoyer une notification, on peut envoyer un email, on peut même écrire dans un document dans FileStore que l'application sur lequel l'application aurait mis un listener, et on change le status, et hop, dans l'application, on affiche une alerte comme quoi le travail est fini, et on donne un lien pour aller downloader le résultat, etc. OK? L'autre erreur classique, c'est d'oublier de retourner une promise. Donc ici, le développeur, on est dans une fonction background, il a bien fait, il fait await ici, il fait await pour la méthode asynchrone add, mais il oublie de retourner quelque chose. Il oublie de retourner, que ce soit return null, ou il oublie de retourner la promise retournée par add. Donc là, c'est pas bon. Autre exemple classique, c'est créer une loop infinie. Ça arrive à tout développeur, surtout quand on travaille sur l'update de documents. Donc ici, un exemple de Cloud Functions FileStore qui se déclenche quand il y a une mise à jour dans un document. Si jamais, quand vous mettez à jour un document, et que vous, dans la Cloud Function, vous allez donc je vais le dire différemment, excusez-moi, ce n'était pas clair. Donc, c'est une Cloud Function qui se déclenche quand il y a un document qui est mis à jour. Et si dans cette Cloud Functions, vous modifiez ce même document, ben vous allez la redéclencher encore et encore et encore et encore. Et donc là, vous allez être dans une boucle infinie. Comment faire pour éviter de partir dans une boucle infinie? Bien, c'est que vous allez, à partir de l'objet change, vous allez pouvoir avoir l'ensemble des champs avant que la Cloud Function se déclenche, et l'ensemble des champs après que la Cloud Function se déclenche. Donc, avant et après que le document ait été mis à jour. D'accord? Et donc, à ce moment-là, vous allez, par exemple, ici, on va avoir un champ status, et on va vérifier que la valeur du champ est bien différente, et on va, à ce moment-là, si le champ est différent, si par exemple le status était created et que nous, on veut mettre à jour avec modified, ben, si le status et la nouvelle valeur est différente, hop, on peut déclencher la mise à jour du document. Mais si par contre, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de changement au niveau du champ status, eh bien à ce moment-là, on ne fait rien. OK. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous faites cette erreur, qui, je vous le dis, je crois que chaque développeur qui a fait des Cloud Functions a fait l'erreur. Ben, la manière de stopper cette boucle infinie, c'est d'aller supprimer la Cloud Functions sur la console et de la redéployer. Et encore, dans cette section sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je vais passer en revue quelques points. Utiliser des callbacks au lieu d'utiliser des promises. Donc, vous trouvez sur NPM, enfin, vous trouvez dans l'écosystème des librairies qui exécutent des méthodes asynchrones, mais qui ne retournent pas de promises. Ça existe. Et donc, qui travaillent uniquement en callback. N'utilisez pas de callback directement dans une Cloud Functions. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument travailler avec des promises. Donc, la manière de faire, c'est d'encapsuler
la méthode via callback, de l'encapsuler dans une promise. Et là, à ce moment-là, vous pouvez retourner cette promise. Également, pour ceux qui connaissent FileStore, il y a deux modes de lecture de FileStore. Soit vous faites, vous faites une requête, vous recevez le résultat et c'est bon. Donc, c'est un peu du get and forget. Hein. Je reçois et j'oublie. Mais vous pouvez, et ça c'est une des forces de FileStore et également une des forces de la Real-Time Database, c'est que vous pouvez, à partir de votre application, déclarer des listeners qui vont écouter en permanence ce qui se passe sur une collection, par exemple, ou sur un document. Et dès qu'il y a une modification, création, modification, hop, le listener va déclencher un événement dans votre application. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en particulier quand vous voulez développer des applications avec un fonctionnement real-time, hein, que ce soit une application de bourse ou un jeu, ou etc. Par contre, utiliser un listener dans une Cloud Function, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'une Cloud Function, c'est quelque chose qui est très, très réduit en temps d'exécution. Et donc, on va plutôt lire, recevoir la valeur, et c'est bon. On ne va pas utiliser un listener, puisque en général, quelques secondes après, la Cloud Function, elle est arrêtée. Comme je vous l'ai dit, on a une durée maximum de 9 minutes. Donc, si vous avez de la logique qui est très longue à exécuter, ben, il faut prendre une autre solution, App Engine, Cloud Run, etc., mais pas Cloud Functions. Également, une erreur assez classique, c'est que si vous travaillez avec des fichiers temporaires, par exemple, si vous voulez, il y a des exemples de Cloud Functions dans les exemples officiels où on va filtrer les images en fonction de leur caractère pornographique ou de leur caractère violent, d'accord, en utilisant l'API de Google. Donc, vous allez travailler ici avec des fichiers temporaires. Il faut savoir que ces fichiers temporaires sont stockés en mémoire, dans la mémoire de la Cloud Functions. Ils ne sont absolument pas stockés sur disque. Donc, si vous ne faites pas un cleaning de ces fichiers avant que la Cloud Function se termine, eh bien, vous allez augmenter la mémoire jusqu'à la limite. D'accord? Et alors, très important, une erreur assez classique, c'est d'utiliser le mot-clé await à l'intérieur d'une loop for each. Ça ne marche pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a pas mal de littérature là-dessus, mais c'est une erreur assez classique. Donc, soit vous utilisez promise all, soit vous faites une autre loop, mais vous n'utilisez pas la loop for each. Voilà. J'ai terminé la présentation en tant que telle. Je n'ai pas d'idée de l'heure qu'il est. Je vais regarder. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore, Julien. Ce que je peux faire, c'est répondre aux questions, mais j'ai aussi une démonstration, une application web que vous pouvez utiliser, expérimenter, et j'ai un article qui décrit comment marche cette application web. Et c'est assez intéressant parce que ça montre vraiment comment on peut combiner les différents services de Firebase, et en particulier les Cloud Functions, pour en à peu près 25 lignes de code pour faire une application qui va traduire des documents. Comment tu veux qu'on fasse, Julien? Merci Renaud déjà pour ton intervention. Je pense que là, tu as fait en gros 1 heure et demie de talk. Je pense que c'est déjà pas mal. Okay. À la limite, je te propose de passer d'abord aux questions et puis après, s'il reste des personnes de motivées, on pourra toujours voir pour la démo de l'application. Du coup, je propose de passer d'abord aux questions dans un premier temps. Et donc, pour les personnes encore connectées, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à la présentation. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de merci d'ailleurs disponibles. Renaud, voilà. Donc, on va enchaîner avec les questions. La première, c'est moi un petit peu pour lancer un peu les questions, mais est-ce qu'on peut utiliser un autre framework que Express dans les fonctions, dans les Cloud Functions Non, non. Non, donc c'est Node.js, hein, comme je t'ai dit. Donc là, on parle vraiment des Cloud Functions HTTPS, hein, d'accord? Donc, Tout à fait. non. Tant que tu es en Node.js, en Cloud Functions for Firebase, tu vas devoir utiliser Express. Maintenant, comme je t'ai dit, tu as d'autres langages, mais à ce moment-là, tu ne passes pas par la Cloud Function, par la CLI de Firebase pour déployer les Cloud Functions. Ok, merci pour la réponse. Hop. Je ne vois pas les Q&A. Je ne sais pas si tu... Ouais, moi je les ai, hein. Au pire, je vais te les dire. Il y a Ezekias qui demandait, est-ce qu'on peut utiliser des fonctions Adonis.js avec Cloud Function? Bonne question. J'ai aucune idée. En fait, si la librairie Adonis
travaille avec des promises, comme j'ai dit. A priori, il n'y a aucun souci. Donc, librairie disponible sur NPM, tu l'installes comme une librairie classique, Node.js, et ensuite, dans la Cloud Functions, on peut tout à fait appeler toutes les méthodes de la librairie. OK. Il y a Armel qui est parti entre-temps, mais il nous indiquait, mais je pense qu'il a déjà plus ou moins répondu. Je vois qu'il y a beaucoup de JS sur les Cloud Functions sur Firebase. Est-ce que les Cloud Functions sur GCP peuvent être faits avec du Python, du Go ou d'autres alternatives? Oui, donc j'ai répondu oui, mais une fois de plus, ce n'est pas à ce moment-là via la CLI, c'est plutôt via la plateforme, via la console Google Cloud et les outils, la CLI de Google Cloud. OK. Une dernière question, plus de mon côté. Les Firebase Extension peuvent créer des Cloud Functions apparemment. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une bonne pratique d'utiliser cette notion-là d'extension? C'est une très bonne pratique. En fait, c'est plus que utiliser. C'est en fait, les extensions sont basées sur des Cloud Functions. OK? Sont basées sur des Cloud Functions. Et ce qui est très intéressant, c'est que le code est complètement disponible et c'est du code qui est vraiment un très bon exemple de comment écrire des Cloud Functions. Si je vais je vais trouver la documentation. Donc là, je vais aller. Est-ce que je partage mon écran? Non, je ne partage pas. Hein. Non, tu ne le partages plus. Là. Ok, je vais repartager parce que c'est un point important. Pourquoi je ne le vois pas? Ah oui. Donc, je suis sur la documentation sur le site de Firebase. Si je vais jusqu'en bas, normalement, je vois. C'est que je vois les extensions. Là, il y avait un truc limite. Ouais, voilà. Ici, les extensions sont là, d'accord? Donc, on a toute la liste des extensions existantes. Ils en déploient, ils en créent des nouvelles assez régulièrement. Il y a d'ailleurs Stripe qui a créé deux extensions. Et en fait, si vous allez dans, par exemple, l'extension pour redimensionner les images, si vous allez dans les détails, vous verrez ici le source code. OK? Et donc, le source code, inutile de dire que c'est des Cloud Functions qui sont faits par des pros. Et donc, c'est vraiment, je vous encourage vraiment à aller, ici on est en TypeScript, je vous engage vraiment à aller étudier le code de ces Cloud Functions. OK? Donc, ça, c'est pour répondre à ta question sur le lien entre les extensions et les Cloud Functions. Les extensions sont très intéressantes parce qu'effectivement, pour un ensemble de use cases classiques, envoyer un email, faire un paiement, avoir un compteur, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un compteur distribué, traduire du texte, c'est quelque chose qui est out of the box et qui vous demande juste de la configuration. Et vous configurez l'extension et automatiquement, elle prend en charge l'action pour laquelle elle est faite. D'accord? Et souvent, en plus, il y a un logging assez détaillé. Par exemple, l'extension pour envoyer des emails. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée d'utiliser SendGrid ou Mailgun. C'est assez simple hein, d'interagir avec les API de SendGrid ou de Mailgun, mais aujourd'hui, c'est presque plus intéressant d'aller utiliser l'extension pour envoyer des emails parce que vous allez avoir, en fait, vous allez déclencher l'extension en créant un document dans FileStore dans lequel vous allez mettre le nom du récipient, le nom du destinataire, le nom de destinataire caché, etc., le contenu de l'email, et l'extension va prendre en charge ça, et elle va, une fois que SendGrid aura envoyé l'email, eh ben, elle va, dans le même document, elle va réécrire un status de ce qui s'est passé, d'accord? Donc, on peut faire un follow-up. Évidemment, okay. La différence, c'est que vous allez payer un document FileStore en plus par email, ok? Et j'avais une question sur les extensions. Là, il y en a certaines. Il n'y a pas eu une annonce où on peut maintenant essayer de poster des extensions par des utilisateurs, du coup, ou des choses comme ça. Oui, donc donc il y a eu une publication qui a 5 nouvelles extensions qui sont en bêta, dont une qui est très intéressante à mon sens, c'est sur les custom claims. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on voulait faire une stratégie de rôle, de droit d'accès à travers des rôles, on utilisait des custom claims. Une fois de plus, ça n'a rien d'incroyable. Hein, il suffit juste de regarder la documentation et en une demi-heure, on s'est associé des custom claims à un utilisateur. Mais ils ont déployé en bêta
une extension qui permet de faire ça, donc c'est encore plus facile. Et alors, à cette occasion, ils ont également dit qu'ils étaient ouverts à toute extension. Quiconque pouvait proposer une extension. Mais à mon avis, il faut que ça soit top, hein, le code. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Il faut bien la polir et bien voilà. Bien tout prendre. Après, il y a des questions liées au coût qui s'enchaînent. Je vais prendre celle d'Hugo en premier, qui me paraît peut-être la plus générique et facile à répondre. Est-ce qu'il y a des surcoûts liés à Firebase Function par rapport à GCP directement? Donc, je pense qu'il fait référence au Cloud Function qu'il y a dans GCP. Non, parce que comme je l'ai dit, de toute manière, c'est une Cloud Function GCP, d'accord. Il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas de différence. Ce qui est un point à bien se rendre compte, c'est que depuis 3-4 mois, en gros, quand on déploie une Cloud Functions, en fait, on utilise du volume dans Cloud Storage. D'accord? Donc, on déploie la Cloud Function, ils vont créer un container, etc. Et il y a un storage qui se fait dans Cloud Storage et qui, en fait, qui est facturé, mais ici, on parle de centimes de dollars, hein, de cents. Mais évidemment, si c'est un gros projet et qu'on déploie plein de Cloud Functions, on peut monter à quelques euros, etc. Donc, il y a tout à fait moyen d'aller manuellement supprimer ces volumes temporaires, en fait. Ok. Et peut-être, si je peux me permettre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a ici, c'est quand même qu'on a, un free tier de 2 millions d'exécutions par mois, d'accord? Et ensuite, les Cloud Functions, c'est 40 cents par million, ok? Donc évidemment, là-dessus, il faut ajouter le coût de, si par exemple vous allez lire dans FileStore ou dans Cloud Storage, eh bien, il y a le coût de la lecture dans FileStore. Si vous allez passer de la Cloud Functions vers Cloud Storage, vous passez une image, eh bien, vous allez aussi payer le coût de outbound networking, ok? Mais c'est extrêmement raisonnable. Moi, dans la plupart de mes projets, j'ai plein de Cloud Functions qui font plein de travail derrière, hein, comme je disais, pour synchroniser, pour mettre à jour, etc. D'accord? Il ne faut vraiment pas, avant d'atteindre la limite de 2 millions, il faut vraiment y aller, quoi. Donc, si jamais vous atteignez la limite de 2 millions, ça veut dire que vous avez une app qui marche super bien et vous n'aurez pas de problème à payer le coût supplémentaire. Ok. Du coup, il y a Jean-Baptiste qui a mis 2 questions. Dans le schéma de lancement des instances, on paie uniquement le temps d'exécution, barre verte, ou également lorsque l'instance est en attente d'un événement? Ça fait référence à ton schéma. Uniquement l'exécution. Uniquement l'exécution. Uniquement l'exécution. Mais en fait, la plateforme ne va pas à la microseconde près, dès que l'exécution est finie, ne va pas arrêter la Cloud Functions. Elle va, à intervalles réguliers, regarder si l'instance est en train de tourner ou pas. Voilà. Mais là-dessus, il n'y a pas d'infos et comme je disais, c'est complètement en dehors du contrôle. Ok. Il y a des nouvelles questions qui arrivent au fur et à mesure. Quel risque y a-t-il lorsque la fonction atteint le max de la mémoire? Est-ce que la fonction crash ou le temps d'exécution est allongé? Non, ça s'arrête. Ok. Bon, voilà, c'était une réponse rapide. Ouais. Et on va faire la dernière question de Thomas. Est-ce que observer des triggers Firestore a un coût? Sinon, n'est-il pas plus intéressant de privilégier ce pattern réactif plutôt que d'utiliser des appels synchrones HTTP en général? Je vois comme avantage qu'il n'y a pas besoin de sécuriser la fonction et de bénéficier des rules Firestore pour assurer la sécurité. Tu peux répéter parce que je n'ai pas tout. Ouais, je vais la copier-coller dans le chat à la limite. Ouais. Hop. Après 1h30, il faut. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que observer des triggers Firestore a un coût? Alors, non. Donc, je vais tutoyer la personne qui a posé la question. Si tu demandes si avoir une Cloud Functions qui se déclenche quand il y a un événement dans Firestore, tant qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de coût. Okay? Donc, le fait d'observer n'entraîne pas de coût. La Cloud Function, elle est là, elle se déclenche que quand il y a l'événement qui arrive. Donc, l'idée d'observer n'a pas de coût.
Sinon, n'est-il pas plus intéressant de privilégier ce partenariat plutôt que les appels synchrones? Oui, en fait, j'ai mis l'accent sur les Cloud Functions HTTPS, mais dans une application Firebase classique dans laquelle on va mixer une database, le cloud storage, etc., on va très peu utiliser des Cloud Functions HTTP. D'accord? On va plutôt effectivement se baser sur ce qui se passe dans Firestore. Maintenant, si par exemple, je ne sais pas, tu veux, dans ton application, tu veux aller chercher la météo à Nantes et que tu as une API gratuite sur le web, et tu ne veux pas le faire à partir de ton application, tu veux le faire à partir d'une Cloud Functions, à ce moment-là, c'est plus logique d'aller l'appeler directement. Donc, soit tu vas le faire via une HTTP, soit tu vas utiliser ce qu'on appelle une Callable Cloud Functions qui apporte des avantages. Elle va automatiquement marshaller, démarshaller la payload que tu passes. Si jamais tu es authentifié, elle va passer ton token et donc elle va, en tout cas, ton objet d'identifiant à la Cloud Functions. Donc, c'est plus intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et alors, je vois comme avantage qu'il n'y a pas besoin de sécuriser la fonction et de bénéficier des routes. Oui, alors ça, c'est vraiment ça peut être aussi un avantage. Maintenant, le fait d'écrire dans Firestore en passant via des Cloud Functions, ça a aussi des désavantages. Par exemple, tu perds complètement la possibilité d'avoir un listener sur Firestore. Il y a un article là-dessus de mon collègue JDI qui s'appelle Doug Stevenson, qui est assez intéressant. Il en a fait beaucoup des articles. C'est un gars qui était avant chez Google, chez Firebase. Tout à fait. On l'avait déjà reçu au DFS Nantes d'ailleurs. Voilà. Oui, je me souviens, j'avais vu ça. Et il a fait un article très intéressant sur est-ce qu'il vaut mieux écrire dans Firestore directement avec le SDK ou est-ce qu'on passe par des Cloud Functions. Et passer par des Cloud Functions a de l'intérêt, mais fait perdre pas mal de capacité en fait. Donc je ne le trouve pas directement, je veux pas. Hop là. Non. Si vous travaillez avec Firebase, il faut vraiment suivre Doug, qui est un des pontes du sujet. Hein. Pop, pop. Bref, je ne le trouve pas, mais voilà, c'est pas très grave, hein, on pourra retrouver les infos. C'est vraiment un article clé. Désolé de prendre un peu trop de temps. Je suis tellement passionné que je ne vois pas le temps. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci Renaud. Je vais arrêter. Hop.